Adapter au cinéma des romans aussi longs et importants que ceux consacrés à l'épopée de Harry Potter, ce n'est pas facile. On doit supprimer des choses, des personnages, des intrigues, on n'a plus le temps pour tout expliquer. Aujourd'hui, nous allons tâcher de corriger quelques injustices. On peut penser que je chipote sur certains détails, mais je trouve que ce sont 7 points importants à mettre en lumière. Et si toi, tu n'as vu que les films Harry Potter, voici quelques informations et quelques réponses à des questions que tu as pu te poser. Nous le verrons aussi avec le numéro 6, mais les reliques de la mort a la fâcheuse manie d'introduire des éléments dans l'histoire, comme si de rien n'était, sans plus d'explication. Pour moi, le meilleur exemple est ce bout de miroir que Harry sort de nulle part au début du 7e film. Mais d'où vient-il ? Dans les livres, il existe 2 miroirs que l'on appelle miroirs à double sens, qui permirent à Sirius Black et à James Potter de communiquer à distance lorsqu'ils étaient élèves à Poudlard. Il suffit de prononcer le nom de la personne qui détient l'autre miroir pour apparaître sur le sien et communiquer. Pendant le Noël de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Sirius donne l'un des 2 miroirs à Harry et garde le second pour qu'il puisse se contacter à tout moment. Il faut se rappeler que Harry est particulièrement mal dans cette 5e aventure, que Sirius est la seule personne qui trouve grâce à ses yeux, son seul parent, l'homme qui le comprend le mieux. Malheureusement, ayant peur pour la sécurité de Sirius, qui est toujours un fugitif, il n'utilisera jamais le miroir, et on connaît la suite. Après la mort de son parrain, Harry brisera le miroir, submergé par la colère et la culpabilité. Il n'en gardera qu'un morceau tandis que le second sera volé par Mandingus Fletcher et vendu à Aberforth Dumbledore. Nous ramenons à la situation des films dans lesquels il n'existe qu'un miroir et où on apprend juste qu'il appartenait à Sirius. Dagus n'avait pas à vous le vendre, il appartenait à Sirius. Albus me l'a dit. Il m'a dit aussi que tu risquais de te ficher en rogne si jamais tu découvrais que je l'ai. Mais réfléchis un peu. Où serais-tu maintenant si je ne l'avais pas eu ? C'est dommage car l'histoire derrière ces miroirs était si importante, si belle. Encore un lien de Harry avec son père, son parrain. C'était plutôt culotté de l'enlever du 5e film. Mais alors l'introduire dans le dernier de cette façon, je trouve ça tellement dérangeant. Mais bon, le mal est réparé. Alors, dans le genre manque de respect à un personnage, on est très bien aussi avec ce numéro 6, une autre maladresse de la dernière aventure. Alors que Harry retrouve ses parents, Remus et Sirius en fantôme, il annonce dans le plus grand des calmes « Remus, votre fils !» Comme si de rien n'était, alors que dans le film, Tonks avait été interrompu avant même d'avoir pu annoncer sa grossesse. Ah, au fait, on a une grande nouvelle. Remus et moi... Enfin, on aura le temps plus tard de papoter. Dans les romans, on apprend que Remus et Tonks se sont mariés et attendent un enfant qui verra le jour en avril 1998. Et peu de temps après l'annonce de sa grossesse, Remus, terrifié à l'idée d'avoir transmis sa malédiction à son fils, décide d'abandonner Tonks pour rejoindre Harry, Ron et Hermione afin de les aider dans leur quête des Horcruxes. Mais il sera très loin d'être bien accueilli puisqu'une scène exceptionnelle a lieu entre lui et Harry, qui fait la leçon à son ancien professeur, l'accusant de lâcheté, de fuir sa famille, ses responsabilités auprès de sa femme et de son futur enfant. Une conversation qui fera même exploser de colère le si calme Remus Lupin, qui retournera auprès des siens après avoir compris que Harry avait raison. Remus rendra visite à notre trio à la chaumière au coquillage pour annoncer la naissance de Teddy Lupin, qui va bien, ce qui rendra plus forte la mort cruelle de ses parents. Qu'il fasse une petite blague avec Maugré pour dire qu'ils n'ont pas le temps avec cette sous-intrigue, très bien, mais ne sortez pas une phrase pareille comme si de rien n'était. Personne n'a jamais parlé d'un enfant Lupin, c'était vraiment irrespectueux pour les non-lecteurs. Enfin bref, vous en savez un peu plus sur Teddy Lupin, jeune orphelin après la bataille de Poudlard, qui hérita finalement des dons de sa mère et qui fut élevé par sa grand-mère, mais jamais très loin de son parrain, Harry Potter lui-même. Rappelez-vous, dans les Reliques de la Mort, Hermione casse accidentellement la cultissime baguette de Harry après l'attaque de Nagini. Notre héros utilisera ensuite celle d'un rafleur, de Drago, avant de devenir le maître et de posséder la baguette de Suro, qu'il cassera en deux.
Mais du coup, que va-t-il utiliser maintenant? D'abord, Harry ne casse pas la baguette de Suro dans les romans. Il la remet à sa place, dans la tombe de Dumbledore. Beaucoup ont râlé que le film change cette décision, et même si elle est moins noble, je la trouve plus réaliste. Après tout ce qu'il a enduré, Harry joue la sécurité, et empêche quiconque, y compris lui-même, d'abuser du pouvoir de la relique de la mort. C'est une menace définitivement éteinte. Ce choix est parfait selon moi, sauf sur un point. Dans les livres, Harry est bien plus fin, et utilise au moins la puissance de la baguette de Suro pour réparer sa baguette à lui. Oui, là j'avoue, on peut dire que je chipote un peu, mais je trouve que ce moment particulier avait son importance. On sait que créer ou réparer des baguettes n'est pas à la portée de n'importe quel sorcier. Voir Harry réussir aussi facilement à récupérer la sienne grâce à la puissance de la relique de la mort, c'était déjà montrer le pouvoir incroyable que détenait Harry à ce moment. C'est quand même la baguette de Suro, la plus puissante baguette au monde. Avec ça, on serait invincible. Pouvoir auquel il a renoncé tout de suite après, sans hésiter. Et ce petit geste aurait à mon sens atténué les critiques sur son choix de casser la baguette, en montrant à Harry qui pense à tout et qui ne brise pas le seul objet magique qui lui reste. Et je trouve que la baguette originale de Harry était un objet hyper symbolique de la saga que j'aurais voulu revoir une dernière fois, montrer le sorcier qu'il a toujours été et que la baguette a choisi, il y a fort longtemps, dans la boutique de Ollivander. Petit parallèle avec mon top 7 précédent, j'en profite ici pour préciser que Créature est lui aussi un personnage sous-estimé dans les films Harry Potter. On ne sait pas par exemple qu'il a été utilisé par Voldemort lui-même pour tester les protections de sa caverne, et que c'est grâce à cela qu'il fut capable d'emmener Regulus Black chercher le médaillon. On ne le voit qu'insulter Harry dans l'ordre du Phénix, charmant. Et lorsqu'on le retrouve dans les reliques de la mort, vous n'avez pas trouvé bizarre qu'il obéisse à nos héros aussi facilement ? Si l'on prend uniquement les films, il n'y a aucune raison pour que Créature écoute Harry. Et il y a de quoi se poser la question. En fait, la réponse est à la fois triste et amusante, puisque Harry hérite de Créature à la mort de Sirius, qui était son maître, et qui le léguait à notre héros dans son testament. Bien sûr, maître. Créature ne vit que pour servir la noble maison des Black. Voyant à quel point Créature le déteste et ne sachant vraiment pas quoi faire de lui, Harry l'enverra travailler aux cuisines de Poudlard avec les autres elfes de maison, avant de le forcer à espionner Drago Malfoy avec Dobby. Créature est liée à Harry par cet héritage, une force, une magie au-delà de ses propres volontés. Au début, il le déteste toujours autant, mais il ne peut faire autrement que de lui obéir. Son tempérament changera petit à petit, notamment lorsque Harry donnera à Créature le médaillon de son ancien maître. Créature deviendra plus doux, plus proche de nos héros et combattra même les Mange-Morts lors de la bataille de Poudlard. C'est pour cela qu'il remplira sa mission de ramener Monagus sans hésiter et qu'il semblera même mettre du cœur à l'ouvrage. Quelque chose qui n'est jamais expliqué dans les films, ce qui est bien dommage d'ailleurs. On paye tout ce que l'on a enlevé de Sirius Black dans les précédents volets et on fait perdre en profondeur un personnage alors que quelques minutes, quelques paroles auraient pu suffire. Alors évidemment, nous vivons dans un monde de sorciers où la magie règne, mais les galions, les noises et les mornilles ne sont pas là pour rien. Et contrairement à ce que les spectateurs doivent penser, les jumeaux n'ont pas installé leur commerce sur le chemin de traverse en utilisant uniquement leur baguette magique. Mais comment ont-ils pu réaliser cette opération financière alors que l'on sait que les Weasley, bien qu'étant la plus riche de cœur, n'est pas la famille la plus fournie en galions? Je trouve l'explication si belle que je devais vous donner cette réponse. Ce que vous ne savez pas, c'est que à la fin de Harry Potter et la Coupe de Feu, Harry reçoit la somme de 1000 galions pour avoir officiellement remporté le tournoi des 3 sorciers. Mais notre héros est brisé par le retour de Lord Voldemort et la culpabilité qu'il éprouve vis-à-vis de Cédric. Il ne veut pas de cet argent, et après avoir longtemps bataillé pour trouver une solution, il décide de l'offrir à Fred et George. Plus tôt dans l'histoire, les jumeaux avaient perdu toutes leurs économies en pariant avec un escroc qui ne les avait jamais payés malgré leur victoire. Reconnaissant de tout ce que les Weasley ont déjà fait pour lui, estimant que bientôt ils auraient tous besoin de rire, Harry décida ainsi de participer au projet de farce et attrape de Fred et George qui était déjà en construction lors de cette aventure. Et c'est grâce à ces 1000 galions qu'ils purent évoluer vers cet avenir glorieux de sorciers facétieux.
rapprocher. On a des petits fours tombent de la des nougats nés ensemble. Et pile poil pour l'école, des pastilles de gerbe. Dans le chaudron, bonhomme. J'adore cet ultime passage du 4e roman, qui montre une autre facette de la bonté de Harry et des Weasley, car Fred et George sont effroyablement gênés au départ par cette proposition. Malgré leur légèreté, leurs blagues, ils sont formidablement touchants et reconnaissants. Comment utiliser une problématique très lourde et la transformer en quelque chose de beau, au nom de l'amitié. Et j'aime beaucoup cette pensée de Harry que face à l'horreur, le rire sera bientôt une arme à aiguiser. Alors, s'il y a bien un film qui porte mal son nom, c'est le 6e volet de notre chère saga, qui délaisse beaucoup trop son prince à mon goût. Vous savez certes que Rogue est le fameux prince de sang mêlé, mais vous êtes en droit de vous demander pourquoi ? Mais comment ? Rendons justice à ce personnage si important du monde de Harry Potter. Pour comprendre comment Severus est devenu le prince de sang mêlé, il faut se plonger dans son enfance. Le petit maître des potions est né d'un père moldu, Tobias Rogue, et d'une sorcière, Elaine Prince. C'est donc bien un sang mêlé comme beaucoup d'autres personnages. Rogue vit une enfance pauvre, misérable, rythmée par la violence de son père. Il trouvera son seul réconfort dans l'amitié, puis l'amour qu'il ressentira pour Lily Evans, qui habitait dans son quartier. La suite, vous la connaissez aussi, il est séparé de Lily en étant envoyé à Serpentard, il déteste les maraudeurs qui le lui rendent bien. Rogue est impopulaire à Poudlard, mais formidablement doué en potions. Il révolutionnera le genre en notant toutes sortes de recommandations dans son manuel de potions, et comme une échappatoire, il se créera un alias, en utilisant le nom de sa mère et la particularité de son sang. Le prince de sang mêlé est né. Le hasard fera par la suite tomber son propre manuel dans les mains de Harry Potter, qui utilisera sans le savoir le talent de Rogue pour les potions et certains de ses sortilèges comme le Sectum Sempra. C'est tout de même une sacrée histoire qui se cache derrière notre prince, et qui fut beaucoup trop diluée par le film. Assez surprenant d'ailleurs, sachant que Rogue est un personnage tellement aimé par les fans de la saga. Vous ne vous êtes jamais dit que vous en demandez trop, que vous pensez trop souvent que cela va de soi. Ça n'a jamais effleuré votre brillant esprit. Que je ne veuille plus le faire. Ce que j'ai pu me dire ou pas ne change rien. Je ne négocierai pas avec vous, Severus. Vous avez accepté. Il n'y a rien à ajouter. Alors en apprendre toujours plus sur lui, que demander de mieux ? Si vous vous posiez des questions sur Severus, vous voilà rassasié. Rogue est un personnage incroyable, plus encore que le cinéma ne l'a montré. En voilà une question que tout spectateur peut se poser. Pourquoi Albus Dumbledore a-t-il confié Harry aux Dursley, des moldus qui détestent tout ce qui a trait à la magie, qui étaient en rupture totale avec Lily et James Potter, qui haïssent leur neveu et qui lui firent vivre des étés chaotiques, une enfance misérable. Pire idée de tous les temps ? Allons, jamais de la part d'Albus Dumbledore. C'est vraiment survolé dans les films, mais Harry est protégé de Voldemort et des Mange-Morts tant qu'il est chez les Dursley grâce à Pétunia. Albus explique à celle-ci dans la lettre déposée près du bébé Harry que comme elle est son dernier lien de sang avec Lily et sa magie maternelle, Pétunia protège son neveu des menaces. Mais cette protection magique doit prendre fin à la majorité de Harry, 17 ans chez les sorciers. C'est pour cela qu'il y a une date précise à laquelle Harry n'est plus à l'abri nulle part, qu'il faut protéger les Dursley en les déplaçant et qu'il faut déplacer Harry loin de Private Drive. Pétunia Dursley en connaît bien plus sur le monde magique que l'on pense. Elle connaît les détraqueurs, elle a déjà écrit à Dumbledore et elle était consciente de l'abri qu'elle offrait à ce neveu qu'elle détestait pourtant. Après l'attaque de Dudley par un détraqueur, l'oncle Vernon voulait chasser Harry définitivement de son foyer. Pétunia reçut alors une beuglante d'Albus Dumbledore lui-même, lui rappelant sa mission et elle fera changer d'avis son mari. Une fois de plus, je trouve que derrière cette question se cachent des réponses si belles, si lourdes de sens et donnant tellement plus de profondeur à des personnages pas tellement appréciés. Une scène avait d'ailleurs été tournée pour Harry Potter 7 avec la tante Pétunia, mais écartée du montage à mon grand regret. Loin de moi l'envie de pardonner aux Dursley leur comportement, mais c'est quand même une chose importante de savoir à quel point Pétunia a joué un rôle dans la protection de Harry. Elle voudra même lui souhaiter bonne chance avant de partir, mais se ravisera au dernier moment. Comment résumer un personnage complexe, bloqué en une inaction ? La richesse des personnages,
n'a aucune limite. Et voilà mes petits moldus, un nouveau top 7 de terminé. Je suis bien content, ce sont des choses dont je voulais vous parler depuis longtemps et j'ai enfin trouvé une thématique, les regroupant dans une vidéo. Amis lecteurs, je suppose que vous n'aurez rien appris dans cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même, qu'elle aura plu à tout le monde. Évidemment, cela reste un top personnel, et il doit y avoir d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu dans les films Harry Potter. Peut-être assez pour un deuxième épisode. Donnez-moi votre avis sur la question et dites-moi si vous voulez un autre top de ce genre. J'ai encore quelques idées. Même si j'adore nos films Harry Potter, il y a bien plus de richesse dans les romans. N'hésitez plus. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, la partager et à me donner votre avis en commentaire. Et pensez à vous abonner surtout. Nous sommes chaque jour plus nombreux et la magie ne fait que commencer. Méfait accompli.